plein cœur d'un pays classé parmi les plus pauvres du monde. Il appelle à la rupture radicale, privilégier le peuple, pas les avantages. Mais son propre collègue Ismaïla Diallo l'accuse d'avoir un agenda personnel, révélant des tensions grandissantes au sein du PASTEF. Dans la même veine, Thierno Alassane Sall dénonce un scandale d'État. Le leader de la République des valeurs s'insurge contre les conditions d'attribution d'un marché à la société AE Power EPC. Il accuse le gouvernement de manipulation et fustige des justifications qualifiées de calamiteuses par le ministre des Finances. Thierno Alassane Sall dénonce une tentative d'habillage juridique pour masquer ce qu'il considère comme une fraude d'État. Pendant ce temps, démarrage des examens du CFE à Ouakam. Dans la sérénité, le top départ a été donné pour les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires à travers le pays au centre El Hadj Mbaye Diop. Les élèves composent dans des conditions jugées optimales par les autorités. Les 248 candidats inscrits du classique au franco-arabe ont été accueillis plutôt dans un climat serein et bien organisé. Une mobilisation exemplaire des équipes éducatives pour un examen clé dans le parcours scolaire. Sur un autre front, l'ambassadeur d'Israël, interpellé à l'UCAD mais ouvert au dialogue, accueilli froidement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Yuval Wax a fait face à des étudiants mobilisés pour la cause palestinienne. L'ambassadeur d'Israël évoque un incident malheureux mais se dit habitué à ce type d'atmosphère. Il appelle à dépasser les tensions et privilégier un dialogue sain, même entre visions opposées. Une posture qui tranche avec le climat tendu autour de la question israélo-palestinienne au Sénégal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Assemblée nationale, Guy Marius Sagna, en 6 mois de mandat, revendique un bilan d'activisme parlementaire inédit avec 267 initiatives, dont 264 questions écrites et une proposition de mise en accusation de l'ancien président. Mais le député ne s'arrête pas là. Il fustige des pratiques qu'il juge scandaleuses, comme la distribution de billets pour le pèlerinage ou l'achat de véhicules de luxe pour les élus dans un pays où la pauvreté reste endémique. Guy Marius Sagna martèle que le confort du peuple doit s'emporter sur les privilèges des représentants. Gestion éthique des ressources publiques, c'est l'essence du bilan détaillé et critique des 6 premiers mois à l'Assemblée nationale du député Guy Marius Sagna, élu sous la bannière de PASTEF. Dans sa réflexion, Guy Marius revendique 267 initiatives parlementaires, dont 264 questions écrites. Le parlementaire évoque également 2 propositions de résolution pour la création de commissions d'enquête parlementaire et une proposition de mise en accusation de l'ancien président de la République, Macky Sall. Selon Guy Marius, près de 11% de ces initiatives concernent le département de Ziguinchor. Services publics, gestion des ressources, détournement présumé de fonds à la Chambre de commerce et au port, ou encore les dysfonctionnements de l'hôpital régional. À ces critiques, le député dénonce certaines pratiques au sein de l'Assemblée nationale qu'il juge contraires à l'éthique républicaine. Guy Marius de citer la distribution de primes, billets de pèlerinage et avantages matériels sans justification. Plus loin, il parle d'absence de rapport financier de la commission comptabilité et contrôle, le manque de consultation démocratique sur des sujets majeurs comme l'achat de véhicules pour les députés. Sur ce, il appelle à une démocratie intra-parlementaire féconde, au respect de l'appel au don de soi pour la patrie lancé par PASTEF, comme figure politique et morale Guy Marius Sagna de nommer Thomas Sankara, Mamadou Dia et Amilcar Cabral. Dans une posture de veille citoyenne, Guy Marius invite les Sénégalais à continuer de jouer le rôle de sentinelle, rappelant que la véritable loyauté du député doit aller au peuple et non à ses propres privilèges. Et les réactions n'ont pas tardé au sein même du PASTEF. Le député Ismaïla Diallo, camarade de parti de Guy Marius Sagna, prend ses distances et critique ouvertement sa démarche. Guy Marius Sagna a son propre agenda. Ce n'est un secret pour personne, lâche-t-il, révélant des fractures internes dans la majorité. Pendant ce temps, dans le secteur de la justice, la tension sociale persiste. Le Sudjus est en grève de 48 heures depuis hier pour exiger l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, un mot d'ordre que le Bureau exécutif national considère comme la suite logique d'un engagement non tenu de l'État. Selon Abdoulaye Mboup, invité sur 7TV, le gouvernement consulte mais tarde à réagir.
Invité de l'émission avant-première de la mi-journée sur la 7 TV, le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de la justice dénonce les lenteurs notées dans la mise en pratique des projets de réforme statutaire. Ce vaste projet de réforme statutaire a été adopté en 2019 et il ne restait que la mise en pratique. Ils ne l'ont pas fait, c'est ce qui justifie ces grèves répétitives. Depuis 2020, nous avons aussi posé nos revendications, demandant l'application de ces textes. Depuis 2019, rien de concret. Selon lui, des juges ont osé prendre des civils pour en faire des greffiers. Comme que depuis 17 ans, puisqu'on est resté 17 ans sans concours, cela a eu un préjudice réel sur tous les greffiers. Après la formation au centre de formation judiciaire, les textes disent qu'après 5 ans, tu peux faire le concours professionnel pour devenir greffier en chef. Et malheureusement, depuis 17 ans, le concours n'est pas organisé. L'État est conscient des préjudices causés aux travailleurs d'une formation. Selon lui, les autorités ont procédé à des recrutements sans pour autant résoudre d'abord la situation des anciens. L'État de façon unilatérale a commencé à procéder à un recrutement. L'État de façon unilatérale a procédé à des recrutements. 5 promotions sont entrées en service et cela a causé un sauvagement de 2 hiérarchies. Ça pose problème. Ça pose problème. Sur la grève, ils espèrent ne pas renouveler, espérant que la tutelle va réagir d'ici les jours à venir. Sur un autre front, les effets d'irrégularité contractuelle refont surface. Thierno Alassane Sall hausse le ton et accuse le gouvernement de vouloir camoufler un scandale d'État autour du contrat Azer-AE EPC. Il fustige les justifications du ministère des Finances qu'il juge calamiteuses et rejette l'idée selon laquelle la société espagnole serait un démembrement de l'État. Pour lui, il s'agit d'une manipulation politique grave qui porte atteinte à la transparence républicaine. Les candidats au marché public sont tenus de fournir des garanties conformément aux exigences stipulées dans le dossier d'appel d'offres. Il s'agit notamment de garanties de soumission, de garanties de bonne exécution ou de garanties sur l'avance de démarrage, entre autres, prévues par le Code des marchés publics. Le CIMA, qui est la conférence interafricaine des marchés d'assurance, organise les modalités de mise en œuvre du dispositif juridique dans les pays d'Afrique francophone. Il fait obligation, en son article 13, du paiement intégral de la prime, avant ou au moment de la prise d'effet de la garantie. La garantie de l'assureur ne peut prendre effet que contre paiement de la prime. À défaut de paiement de la prime, la garantie ne peut être invoquée. D'ailleurs, dans le cadre de ce marché, attribué par offre spontanée, la note explicative du ministre en charge des Finances rappelle à juste titre le principe intangible évoqué à l'article 13 du Code CIMA. Il affirme cependant l'existence de 2 dérogations à l'article 13, sans toutefois préciser à quel endroit le Code CIMA l'évoque. Dans la foulée de ces accusations de mauvaise gouvernance, le ministre des Finances monte au créneau. Cheikh Diba conteste fermement les chiffres relayés ces derniers jours sur une supposée dette cumulée sur 2024-2025. Il qualifie ces interprétations d'erronées et insiste sur le fait que le gouvernement mène une politique d'endettement responsable, cohérente et conforme aux engagements du Sénégal. S'agissant de la relation avec le FMI, il annonce l'élaboration d'un nouveau programme économique et financier fondé sur la vision stratégique sénégalaise 2050. Le ministre a tenu ses propos lors de l'inauguration des nouveaux locaux du service de contrôle régional des finances à Ziguinchor. L'occasion fait le larron. Le ministre Cheikh Diba a profité de l'inauguration des nouveaux locaux du service de contrôle régional des finances de Ziguinchor pour parler de la situation relative à la dette. Selon le ministre des Finances et du Budget, des chiffres et interprétations erronées évoquant une dette cumulée sur 2024-2025 ou une prétendue utilisation inappropriée des ressources de l'État circulent dernièrement. Et les citoyens ont droit à une information juste, rigoureuse et transparente. Cheikh Diba précise que le gouvernement conduit une politique d'endettement responsable,
cohérente et conforme à nos engagements internationaux. Mieux, les ressources mobilisées servent prioritairement à soutenir l'investissement productif, au développement des infrastructures et à la transformation de notre économie conformément aux priorités de développement. Le ministre rassure que le gouvernement agit en toutes circonstances avec responsabilité et transparence pour préserver la soutenabilité de la dette et la confiance de nos partenaires. D'ailleurs, selon lui, cette approche s'inscrit dans un cadre de gestion des risques. Par ailleurs, sur la relation avec le FMI, après un accord, le gouvernement et le FMI ont suspendu temporairement les décaissements au titre de l'accord de prêt conclu en juin 2023 avec le régime précédent. Les deux parties ont convenu d'entamer par la suite des négociations en faveur d'un nouveau programme sur la base de la situation réelle des finances publiques ressortie du rapport de la Cour des comptes. Ce nouveau programme économique et financier, élaboré à l'initiative de l'État du Sénégal à partir de la vision Sénégal 2050, du Master Plan et de la SND Plan quinquennal, vise à restaurer la crédibilité de la gouvernance financière publique. En effet, ce programme devra remédier aux causes profondes des insuffisances de la gestion budgétaire et comptable relevées dans le rapport de la Cour des comptes, définir une nouvelle trajectoire des finances publiques tenant compte des risques liés au niveau d'endettement public. En outre, le FMI continue d'apporter au Sénégal un appui technique dans des domaines clés sur la loi de finances rectificative. La préparation de la loi de finances rectificative 2025 se poursuit dans le respect des procédures et exigences de sincérité budgétaire. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2026-2028 qui encadre le dialogue avec le Parlement a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Le ministre annonce que, conformément au calendrier prévu, ce document sera déposé très prochainement à l'Assemblée nationale pour permettre l'organisation des débats d'orientation budgétaire DOB dans les délais légaux. Il a aussi souligné le caractère inclusif de cette démarche, marquée par l'implication de la société civile dans le processus. Et d'après Cheikh Diba, cela conforte la volonté du gouvernement d'inscrire l'action publique dans une dynamique de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne au processus budgétaire. Avant de refermer ce chapitre économique, la souveraineté revient au cœur du débat réuni autour des rencontres africaines du droit international. Les experts appellent à une révision urgente du code de l'investissement. Objectif, éviter les litiges comme celui opposant le Sénégal à la société pétrolière Woodside. Une meilleure conciliation entre souveraineté économique et obligations internationales est jugée nécessaire. C'est la toute première fois au Sénégal qu'une rencontre africaine sur le droit international est organisée. Une rencontre placée sous le thème de la souveraineté économique et droit international de l'investissement, défis et opportunités pour le Sénégal. Aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, la priorité a été mise sur le développement ou la promotion des investissements. Nous avons pensé alors apporter notre pierre à l'édifice en organisant ce séminaire sur le thème de la promotion des investissements à travers un équilibre entre les intérêts de l'État et les intérêts des investisseurs. Une réunion de haute facture qui arrive au moment où les nouvelles autorités sénégalaises prônent la réglementation de la vie économique. Entre autres leviers annoncés par les tenants du pouvoir, la renégociation des contrats, notamment ceux pétroliers et gaziers. Une approche qui nécessite une armada juridictionnelle. Objectif, se prémunir de certains problèmes comme le bras de fer qui oppose notre pays au géant du pétrole australien, Woodside. Aujourd'hui, il faut revisiter le code des investissements, il faut revisiter les traités bilatéraux d'investissement, il faut revisiter un certain nombre d'instruments. Et on a un modèle qui s'appelle le code panafricain des investissements. Ça c'est d'une part. On a également la ZLECAf qui également contient un protocole, qu'on appelle protocole sur l'investissement, qui reprend les mêmes dispositions que le CPAI, le code panafricain des investissements, et qui promeut justement cet équilibre entre les droits des États africains et les droits des investisseurs. Il ne faut plus que nos États se laissent aller à conclure des accords sur lesquels ils n'ont aucune maîtrise. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Samba Dang, invité aux échanges,
affirme qu'avec l'appui technique de ces associations scientifiques, le Sénégal est bien paré pour résoudre d'éventuels différends entre les États africains et les investisseurs. En bref, un pas de plus vers l'autonomie technologique du Sénégal. Les ingénieurs sénégalais basés à Montpellier avancent rapidement sur le montage du satellite Gaindesat 1B. Le professeur Gayana Faye, coordonnateur de Sensat, insiste sur l'importance stratégique de ce projet. Il affirme que ce satellite permettra au Sénégal de collecter et exploiter ses propres données, consolidant ainsi sa souveraineté dans l'espace. Politique à Saint-Louis, l'Alliance pour la République sonne la mobilisation. Les militants de l'APR se sont rassemblés en vue de la marche prévue le 21 juin prochain pour exprimer leur soutien au maire Amadou Mansour Faye. Pour eux, son arrestation serait motivée non pas par des faits, mais par son lien familial avec l'ancien président Macky Sall. Aminata Gueye, porte-parole du jour, est au micro de Chérif El Walid Sow. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition. Parce qu'aucun rapport, comme tout le monde l'a dit, ne l'a épinglé du tout. Le ministre du Commerce, l'ancien ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, l'a disculpé totalement. Et donc c'était le ministre du Commerce en 2020. Elle a dit que Mansour Faye a appliqué les mêmes prix, c'est le prix du marché 275. Donc il a été retenu tout simplement parce qu'il a assumé sa position d'opposant. Parce que juste, il est le beau-frère du président de la République. Donc nous demandons au tandem Diomaye et Sonko de libérer Amadou Mansour Faye. La prison de Rebeuss n'est pas sa place. Les femmes sont déterminées et Inch'Allah, le 21, elles mobiliseront, elles seront là pour demander la libération de notre mère. Et nous appelons aussi les Saint-Louisiens à venir nous répondre, les pêcheurs, les cultivateurs, les tailleurs, tous les secteurs socio-professionnels de venir parce qu'on a constaté un ralenti économique. Rien ne marche dans ce pays. Éducation, cap sur les examens de fin de cycle primaire. Le top départ du CFA a été donné ce matin dans tout le pays à Ouakam, au centre El Hadj Mbaye Diop. 248 élèves issus des systèmes classiques et franco-arabes ont composé dans des conditions optimales. L'administration a assuré un encadrement rigoureux pour garantir le bon déroulement des épreuves. C'est un jour décisif pour les élèves du cycle élémentaire. À l'école El Hadj Mbaye Diop de Ouakam, centre d'examen officiel, l'ambiance est studieuse dès les premières heures de la matinée. Consigne, rédige la discussion entre ton ami et toi en 8 phrases au moins. Dans ce centre, 248 élèves sont inscrits. Ici, la particularité est la présence d'élèves issus aussi bien du système classique francophone que du programme franco-arabe. Sur place, toutes les dispositions sont prises pour garantir l'équité entre tous les candidats et assurer un bon déroulement des épreuves. On a pris toutes les dispositions de sorte que les épreuves ont pu démarrer à 8h00. Pour le moment, il n'y a pas encore d'observation majeure à faire. Tout se passe très bien. Les candidats se penchent sur les épreuves avec sérieux. Seuls 3 élèves manquent à l'appel. Ils ont démarré avec langue et communication, les ressources. Donc, incessamment, ils vont aussi enchaîner avec langue et communication, compétences. Parmi les consignes strictes mises en place cette année, l'interdiction du téléphone portable a été scrupuleusement respectée. Effectivement, pour les mesures concernant les téléphones portables, on a pris toutes les dispositions de vérifier salle par salle, de sorte qu'il n'y a pas d'élève qui est venu ici avec son téléphone portable. Donc pour ce cas-là, tout a été au bon point. Le CFE et l'entrée en 6e marquent la fin du cycle élémentaire. Pour les élèves, l'enjeu est grand, franchir une nouvelle étape de leur parcours scolaire avec l'entrée au collège dès la rentrée prochaine. Toujours dans le cadre de ces examens, cap sur Pikine, 5147 candidats prennent part cette année au CFE et à l'entrée en 6e. L'inspection d'éducation et de formation rassure sur la bonne organisation au centre Pikine A7. Les candidats semblent sereins et jugent les épreuves abordables. C'est le silence radio dans cette salle d'examen. Les candidats ont les yeux rivés sur leur copie d'examen après la confrontation des premières épreuves dans la cour du centre de l'école Pikine 7A. C'est la satisfaction pour certains candidats. Facile.
C'est très facile. C'est très facile. Par contre, d'autres relativisent. Au niveau de l'inspection d'éducation et de formation de Pékin, 5147 candidats sont en lice. Nous avons constaté avec les statistiques que 50 candidats sur les 5197 sont absents. Et parmi les 50, on peut compter 31 garçons et 19 filles, ce qui fait que 5147 candidats ont effectivement composé, dont 2810 garçons et 2337 filles, ce qui fait un taux de présence de 99,04%. Pour le CFE et l'entrée en 6e édition 2025, il y a une innovation de taille. La session de 2025, les opérations liées au foliotage se feront dans chaque centre d'examen. Autrement dit, que l'anonymat se fera au niveau du centre avec les secrétaires de centre. Pour chaque centre, il y a des numéros d'inscription, mais parallèlement, il y a des numéros d'anonymat. Maintenant, après avoir procédé à l'anonymat, on mettra, comment dirais-je, en paquet les copies d'élèves en paquet de 40. On mettra peut-être à la disposition de l'IA pour peut-être la suite de la commission de foliotage. Donc ça, c'est une innovation de taille. L'anonymat et la mise en paquet de 40 se feront au niveau des centres d'examen qui sont au nombre de 26 et qui regroupent 5197 candidats pour les besoins de l'examen. Toutefois, les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves. Les candidats ont respecté toutes les consignes. Aucun objet interdit n'a été amené par les candidats. Direction maintenant Mbour, où les épreuves ont également bien débuté. 13 645 candidats sont inscrits cette année, dont une majorité de filles. Malgré quelques retards au démarrage, la première journée s'est déroulée dans de bonnes conditions, notamment au centre de Keur-Madior, où les élèves se disent satisfaits. Les examens du certificat de fin d'études élémentaires ont démarré ici à Mbour. Au centre Keur-Madior, les candidats se disent satisfaits du démarrage des examens. C'était formidable. On a déjà fait français, texte pour suivi de questions. Et on a fait aussi dessin et AG aussi. Un peu peur. Mais quand même, j'ai eu la force même de faire les épreuves. Ça a été super. On a fait français, après on a fait dessin et après DM. C'était facile. C'était facile. Le personnel enseignant et les surveillants se disent satisfaits de l'organisation et aucun problème n'a été signalé. Présent. Oui, les candidats ont répondu présent. Bon, au début, il y avait un peu des difficultés, mais par contre, on a dû régler cela. 108 candidats en 4 classes. 4 classes. 4 classes, oui. Okay. Ils sont 108 candidats répartis en 4 salles de classe. Ces élèves espèrent une bonne suite de l'examen en attendant demain pour finir le premier diplôme de certificat de fin d'études élémentaires. Dans la vallée, la supervision des examens a également été minutieuse. L'inspecteur de l'éducation de Dagana, El Hadj Moussa Sen, a effectué une tournée dans les centres de Dagana et Richard Toll, accompagné par les autorités locales. Le taux d'absence reste faible, essentiellement dû aux candidats libres, et les examens se sont globalement bien déroulés. L'autre point de satisfaction, c'est la présence des membres de commission d'examen et aussi le respect du calendrier de l'administration des épreuves. Et je touche du bois, jusque-là, aucun couac nous a été signalé. Le calendrier a été respecté au niveau de l'administration des épreuves et aucun problème majeur n'a été mis sous information, donc adressé à l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Ce sentiment de satisfaction-là est renforcé au vu des statistiques que nous avons enregistrées. Sur un total de 6 000 candidats, nous n'avons enregistré qu'un nombre de 60 absents. Et ces 60 absents sont pour la plupart, pour 90%, concernent des candidatures non officielles, c'est-à-dire des candidats libres, et pour un plus faible pourcentage, des cas particuliers
que nous avons enregistrées et nous essayons de voir quelles sont les raisons de ces différentes absences. Mais c'est un taux très faible, 1% d'absence pour les candidats et pratiquement pas d'absence pour les surveillants. À présent, retour sur un moment tendu à l'UCAD. L'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Yuval Wax, revient sur son accueil houleux par des étudiants pro-palestiniens à l'université de Dakar. Il évoque un incident malheureux, mais affirme rester ouvert au dialogue malgré les divergences. Nous l'écoutons. Depuis que ma famille et moi sommes venus au Sénégal, on a goûté à cette tradition sénégalaise qui est la teranga et on ne le regrette pas. Et on a été surpris par la chaleur des Sénégalais, leur accueil et tout ce qui va avec cette culture qui est une culture de bienveillance et d'accueil. Pour ce qui s'est passé à l'université, c'était peut-être un incident malheureux, mais on est habitué à ça puisque notre job en tant qu'ambassadeur, c'est d'aller à la rencontre de tout le monde et de parler de n'importe quel sujet qui tient à cœur, que ce soit aux étudiants ou aux gens de l'université. Et la base même de l'apprentissage à l'université, c'est de se confronter à plusieurs idées du monde, même si ce sont des idées qui sont contraires à nos croyances ou à ce qu'on pense. L'important, c'est d'avoir un dialogue sain pour pouvoir exprimer nos idées, même si elles sont contraires. Et on continuera à le faire du mieux qu'on peut. Et on ira à la rencontre de tout ce qu'ils veulent nous écouter, tout ce qu'ils veulent parler, que ce soit à l'université ou autre part. Vous venez de suivre un extrait de l'interview exclusive de 7TV à Z d'Actu avec l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Yuval Wax. L'entretien complet sera diffusé demain vendredi à 21h30 sur les antennes de 7TV. Sur le plan international, 2 zones de tension attirent l'attention en Afrique centrale. Les experts congolais et rwandais ont signé un document